Pour terminer cette partie de rappel, je voudrais revoir la notion d'impédance d'entrée et de sortie des quadripôles et son utilité lors de la mise en cascade des composants. Donc considérons un quadripôle ici et supposons qu'on puisse identifier un de ces ports comme étant le port d'entrée ici à gauche et l'autre port comme étant le port de sortie. Donc par exemple le port d'entrée se trouvera typiquement du côté où est la source et le port de sortie du côté où est la charge. Alors si je branche une charge ici sur le port de sortie, j'obtiens maintenant un dipôle et je peux définir l'impédance d'entrée du quadripôle comme étant l'impédance de ce dipôle, c'est-à-dire simplement le rapport de la tension divisé par l'intensité entrant dans le dipôle. Alors notons que souvent avec les circuits actifs qu'on rencontrera dans ce cours, on trouvera que l'impédance d'entrée ne dépend pas de la valeur spécifique ZL, mais dans le cas général, Z2 pourrait dépendre de la charge qu'on place à la sortie. Maintenant, de manière analogue, on peut définir l'impédance de sortie d'un quadripôle, qui est l'impédance vue sur le port de sortie quand l'entrée est fermée sur une charge Zg. Notez aussi que j'emploie le mot impédance car ces définitions sont valides pour des circuits dynamiques. Alors pour l'instant, vous pouvez remplacer impédance par résistance et la notion d'impédance sera revue au cours prochain. Alors voyons maintenant comment ces notions d'impédance d'entrée et de sortie se manifestent concrètement pour certains quadripôles qu'on appellera quadripôles amplificateurs. Alors il y a 4 types de quadripôles amplificateurs qui correspondent aux 4 types de sources dépendantes. Alors par exemple, on a l'amplificateur de tension qui est probablement le plus important et qui contient une source de tension contrôlée par la tension d'entrée. L'amplificateur de courant qui contient une source de courant contrôlée par le courant d'entrée. L'amplificateur à transimpédance contient une source de tension contrôlée par le courant d'entrée. Et Zm ici a la dimension d'une impédance. Et enfin l'amplificateur à transadmittance qui contient une source de courant contrôlée par la tension d'entrée. Notez ici que comme pour les équivalents Thevenin et Norton, on place une impédance en série d'une source de tension et en parallèle d'une source de courant. Alors vous pouvez vérifier que dans chaque cas, ZE représente bien l'impédance d'entrée du quadripôle et ZS l'impédance de sortie. Donc par exemple, si je branche une charge sur le port de sortie de l'amplificateur de tension, le circuit à droite ici n'a aucune influence sur le circuit de gauche et j'obtiens bien que VE divisé par IE est égal à ZE. Si maintenant je branche une charge à l'entrée, eh bien en l'absence de toute source, VE est égal à 0. Et ainsi, la source de tension contrôlée en tension produit une tension nulle, et on obtient bien que ZS est égal à VS divisé par IS. Alors comme exercice, je vous demande de refaire le même raisonnement pour les autres types d'amplificateurs, et donc vous démontrerez en particulier que dans le cas de ces circuits, les impédances d'entrée et de sortie ne dépendent pas de la charge qu'on place de l'autre côté. Alors nous allons voir maintenant comment l'impédance d'entrée et de sortie d'un amplificateur peut permettre de caractériser la performance de cet amplificateur. Alors supposons que j'ai une source de tension Vg qui vient avec une charge essentiellement parasite Zg et que d'autre part j'ai une charge d'impédance Zl. Supposons maintenant que cette charge demande une tension à ces bornes beaucoup plus élevée que Vg, et donc je dois amplifier Vg à une valeur Vs est égal à Av fois Vg. Alors pour ça, je décide d'utiliser un amplificateur de tension dont le gain ici est égal exactement à Av. Alors si on regarde maintenant le circuit complet, on va voir qu'il ne satisfait pas en fait nos besoins, essentiellement à cause de la présence d'une impédance d'entrée et de sortie de l'amplificateur. Alors tout d'abord à l'entrée, à cause de l'impédance d'entrée, on a une chute de tension entre Vg ici et Ve, et donc Ve n'est pas exactement égal à Vg. Alors la relation exacte entre Ve et Vg s'obtient en utilisant la formule du diviseur de tension, que je vous invite à inscrire ici. À la sortie, à cause de la présence de Zs, Vs n'est pas non plus égal exactement à AVVE, mais la relation entre les deux est encore une fois donnée par la formule du diviseur de tension.
Alors vous devez donc compléter ces calculs ici et ici, ce qui vous donnera à la fin une relation entre Vs et Vg. Alors si vous comparez cette relation à la relation désirée, qui était Vs est égal à AV fois Vg, eh bien vous verrez que ce dont on a besoin, c'est d'un amplificateur de tension dont l'impédance d'entrée est infinie et l'impédance de sortie est nulle. Alors un tel amplificateur de tension est appelé idéal et on peut le représenter essentiellement ainsi. Donc à l'entrée une impédance infinie, c'est-à-dire essentiellement un court-circuit, et en sortie, donc la source de tension contrôlée en tension, et pas d'impédance en série. Alors cette discussion était valide pour les amplificateurs de tension, et comme sur la diapositive précédente, vous devez maintenant refaire le même raisonnement avec les autres types d'amplificateurs, et voir dans quel cas on obtient un amplificateur idéal. Alors les réponses sont données dans le tableau suivant, où vous voyez par exemple que pour l'amplificateur de courant, on obtient une réponse duale de l'amplificateur de tension. L'amplificateur de courant idéal a une impédance d'entrée nulle et une impédance de sortie infinie.